Bonjour, messieurs. Encore aujourd'hui, bienvenue dans notre non-studio. Bonjour, André. Bonjour à tous les confinés du Québec. Exactement. Donc, deuxième épisode. Tous les confinés de la planète. Ouais. Deuxième épisode dans cette série, l'aéropod confiné, ou plutôt confiné avec l'aéropod, en tout cas. On baptisera ça plus tard. Donc, aujourd'hui, bien sûr, on va faire un suivi sur la situation de comment l'industrie s'adapte à tout ça, mais aussi certains sujets chauds qui sont revenus dans l'actualité, mais qui sont passés un petit peu sous le radar à cause de la situation qui affecte tout le monde. Donc, on commence par ça, si vous le voulez bien. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec le moteur de la 220? Eh bien, c'est compliqué. Oui? Oui. OK. On a un problème de software, en fait. Alors, il faut resituer ça un petit peu dans les choses à leur place. Tout porte à croire que ce serait un problème de design, premièrement. Puis ça, je pense qu'on en avait parlé un petit peu dans le passé. Au niveau du ça se situe la grosse problématique, ce qui est sorti cette semaine. La grosse problématique, c'est le compresseur basse pression. Donc, ce qu'on appelle aussi sur les gros turbofans des boosters. Et au niveau de ce booster-là, on a sur le Gear Turbofan, on a les guide vanes qui sont à l'entrée d'air du compresseur. Sur ce type de moteur-là, c'est pas exclusif à Pratt et au Gear Turbofan, mais sur le Gear Turbofan, elles sont variables. Donc, l'entrée d'air est variable. On peut faire bouger les ailettes, les stators. Ouais. Greg, oui. Quand tu dis que les ailettes sont variables, en fait, en termes plus simples, c'est le stator qui n'est pas variable, un peu à la manière d'un hélice sur un avion. Là, on peut changer l'angle d'attaque de ces ailettes-là. Oui, exact. Ouais, c'est là que je m'en allais. Là. C'est cet angle-là qui est variable. Il semblerait, ce qu'on semble vouloir pointer du doigt, c'est le fait qu'à une certaine position, parce que dans les médias et dans le Lady qui est sorti, on parle de scheduled. Dans le fond, ce qu'ils disent, eux autres, ce que ça veut dire, c'est qu'à une certaine position, quand ces ailettes-là, quand ces stators-là, moi, j'hésite à utiliser stator là, parce que stator, c'est statique. Le terme, c'est des variable guide vanes. Donc, c'est là, à une certaine position, elles font rentrer l'air avec un certain angle, pression, vitesse, qui fait qu'on crée une certaine résonance dans le compresseur. On en avait déjà parlé dans le passé. C'est juste que là, il semblerait que la raison pourquoi c'est revenu d'actualité, c'est que là, on semble pas pointer vers un redesign, pour le moment en tout cas. On va regarder plus du côté du computer parce que ces vanes-là qui sont variables sont contrôlées par le computer, bien évidemment. Donc, on va jouer dans le codage. On va essayer de reprogrammer le FEDEC, le computer. Pratt appelle ça le EEC, le EEC, le Engine Electronic Control. Donc, on va simplement, pour le moment, on va retravailler le codage. On va essayer de voir si on ne peut pas arriver avec une nouvelle schedule, comme ça qu'on appelle là, en langage technique, là, pour voir si on ne serait pas capable de passer cette fenêtre où l'air qui rentre crée une certaine résonance qui fait que. Le problème, c'est que ça fait craquer les ailettes du premier étage. OK. Si ma mémoire est bonne dans ce que j'ai lu, Lady, c'est les 4 moteurs qui ont eu des problèmes avec ça. C'était 4 moteurs des spares, c'est-à-dire des moteurs de remplacement qui n'avaient jamais été installés sur des avions neufs au début, mais qui avaient été envoyés chez les clients pour remplacer des moteurs qui avaient besoin d'entretien ou de mise à niveau là, pour les autres problèmes, exact? Oui, exactement. Puis ça, à ce niveau-là, c'est ça qui est un petit peu bizarre parce que entre les modèles de moteurs qui sont déjà chez les clients et les modèles de spare qui ont été fabriqués, il
n'y a pas eu de redesign vraiment entre ces modèles-là. Ouais. Donc, on trouve ça un petit peu bizarre que ça arrive à ces moteurs-là en particulier et non pas à ceux qui volaient déjà. Là. Mais puis là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails du Lady, là, mais tu sais, si les moteurs qui ont moins de 300 heures de vol doivent être inspectés, les autres doivent être inspectés dans les... c'est dans les 15 heures qui suivent, là, within 15 hours. Puis les autres, un petit peu plus de temps. Donc, bref. Mais ce qui est important de constater ici, c'est que on pense, Pratt & Whitney pense probablement avoir trouvé une alternative à un redesign en retravaillant la programmation du hic. Donc, dans le fond, ce que ça fait, là, en langage clair, là, c'est qu'on va essayer de reprogrammer le computer. Ouais. Pour être capable de faire bouger, donc lui va continuer à faire bouger ses ailettes variables à l'entrée d'air, à l'entrée du compresseur. Mm-hmm. Puis ce qu'on veut essayer de faire, dans le fond, c'est que, je vais te donner un exemple niaiseux, si c'est cette vibration-là, cette résonance-là est créée quand les ailettes sont à 17 degrés, ben on va essayer de voir si on n'est pas capable de passer cet angle-là, passer cette fenêtre-là, qui fait qu'on va se déplacer, mettons, on va se déplacer de 16 à 18 sans s'arrêter à 17 degrés, qui serait peut-être l'angle optimal, mais on va voir si à 18, ça ne ferait pas la job. Moi, là, je sais que c'est très simplifié. Là, excuse-moi, André. C'est très simple. S'il y a des ingénieurs qui nous écoutent, des gens d'aérodynamique qui vont dire « Ouais, mais là, wow, mon homme, là, c'est un petit peu plus compliqué que ça. » Oui, je sais. Mais grossièrement résumé, c'est un petit peu ça. Là. Ce qu'on va faire, c'est ça que ça va faire. Quand on dit qu'on va retravailler la programmation, c'est qu'on va s'organiser pour essayer de trouver une autre fenêtre d'opération qui ne créerait pas cette résonance-là. Ben, la question que je me pose, comme ce sont des moteurs de remplacement, oui. OK? Donc, ce ne sont pas les premiers numéros de série, c'est probablement des numéros de série récents, parce que de toute façon, ça survenait en dedans de 300 heures de vol. Donc, c'est des moteurs relativement neufs, même quand ça a commencé l'été passé. Moi, est-ce que c'est possible qu'à un moment donné, une fois qu'on a mis un moteur en service, on veut l'optimiser, on veut améliorer ses performances. Et là, dans l'optimisation de la performance, on a joué un petit peu avec la programmation, justement, qui contrôle ces ailettes-là. Puis là, on va être obligé de faire un petit retour en arrière. Oui, absolument. Il y a même, je sais que sur le 15-24, par exemple, il y avait des plans ingénierie pensaient peut-être éventuellement même se débarrasser des guide vanes variables, là, Donc, je sais que ça se parlait à une certaine époque. C'était sur le 15-24. Le 1100 est sensiblement le même moteur. Là, donc, fait que est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas, mais je sais qu'à une certaine époque, il y a 3-4 ans de ça, on parlait de peut-être sur une nouvelle série de ces moteurs-là, on arrivait avec un redesign, puis on se débarrasserait. Donc, là, ça deviendrait des stators fixes. Là, on toucherait, l'angle ne varierait plus. Mais pour le moment, ils sont variables et ils sont contrôlés par le computer. Parce que même si on perd un petit peu d'efficacité sur le 15-24 ou sur les moteurs des PWG, il ne faut pas oublier que ces moteurs-là ont livré plus d'économies de carburant qu'ils avaient promis. Oui, mais ça se joue pas là, André. Ça se joue pas au niveau de la consommation de carburant. C'est pas parce que tu vas changer l'angle d'attaque que tu vas... non, en fait, là où ça vient travailler vraiment cette problématique-là, c'est que c'est dangereux pour le compresseur. La marge de manœuvre, elle est aérodynamique au niveau du compresseur. Okay. Donc, avant que ça vienne vraiment affecter ton économie d'essence ou ta consommation ou quoi que ce soit, là, on est vraiment dans de l'aérodynamique puis de l'ingénierie très, très, très poussée. Puis le danger, en fait, c'est même pas juste une question que les ailettes vont arrêter de craquer, c'est qu'on va... Il y a un risque d'endommager, c'est mal dit, là, mais de changer l'airflow dans le compresseur. Puis ça, ça peut mettre le compresseur à risque de décrochage éventuellement d'un pompage. OK. Donc un stall et un surge. Fait que c'est ça le danger là, au niveau de jouer avec cette cédule-là. Donc en théorie, les deux solution à ces problèmes-là, c'est premièrement une solution logicielle où on empêcherait les ailettes de passer par le degré qui pose problème puis qui crée de la résonance. C'est ça. Puis ensuite, potentiellement, on en intègre des fixes.
Éventuellement. C'était ça les plans à une certaine époque. Là. OK. Peut-être que ça va revenir sur la table à dessin maintenant qu'on a ce genre de problème-là, puis de dire OK, bon, ben là, on va devoir faire quelque chose. Fait que je sais que c'était à l'étude, donc, parce que j'ai parlé du 1100, là, c'était à l'étude sur le 1500, puis c'était à l'étude aussi sur le 1100 de se débarrasser de ces variable guide veins-là. Là. Fait que peut-être que ça va revenir d'actualité là, au niveau de l'ingénierie. Oui, tout à fait, absolument. Parfait. Puis, pour l'instant, il faut que les inspections se fassent très rapidement selon ce que tu nous as dit, mais à part de ça, pas de drame national. Ben non, là. De toute façon, là, ils ont du temps. Donc, En même temps, ils font du cargo avec les A220. Oui, c'est quelques-uns. Là, c'est Air Baltic, la plupart sont grandés. Fait que non, il n'y a pas vraiment de... Ce qu'on va changer aussi en attendant d'arriver avec une solution, quelque chose d'assez de final bâton, là, c'est au niveau de comment ça va comment les pilotes vont opérer les moteurs. Donc là, par exemple, on sait que sur certains appareils, on avait demandé de faire un throttle back en cruise. Donc, est-ce qu'on va conserver ça? Je sais pas trop. Là. On va voir. Ça, c'est pas clair à ce niveau-là. OK. On poursuit avec les brèves? Ouais. Sky Service. Oui, ben Sky, il y a Sky Régional. Donc, la maintenance, les gens de maintenance de Sky Régional qui s'occupaient de Sky Régional, on devrait plutôt dire, parce que c'était des gens de Sky Service. Donc, ceux qui connaissent un petit peu à Dorval, Sky Service, c'est un FBO qui offre aussi des services de maintenance. Maintenance en ligne, oui. La maintenance en ligne. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Oui, ça fait très, très longtemps qu'ils font ça. Là. Donc, ils ont quand Sky Régional, qui est une compagnie sœur de Sky Service, là, quand ils ont créé Sky Régional, dans le fond, Sky Service a été mis en charge de former une équipe pour faire la maintenance de Sky Régional. Puis là, ce qu'on a appris cette semaine, c'est que Sky Régional a décidé de... Ben, en fait, Sky Régional, Sky Service a donné ce mandat-là, ce contrat-là à quelqu'un d'autre. Qui avait déjà un AMO? Ben, tout porte à croire que l'AMO a été créé il y a pas si tant longtemps que ça. Là. Donc, c'est clairement quelqu'un qui a récupéré un contrat. Là. OK. Fait que c'est pas un ajout à une équipe existante. Là. Non, exactement. Okay. Fait que dans le fond, le Sky Service s'est débarrassé de ce contrat-là qu'ils avaient à l'interne, mais quand même. Puis là, ben, les gens ont à décider éventuellement s'ils décident d'aller avec cette nouvelle entité-là ou de rester chez Sky Service. Mais en fait, on sait, pour avoir jasé un petit peu à droite à gauche, que Sky Service n'a pas d'utilité pour eux maintenant qu'ils n'ont plus le contrat. Là. Donc, éventuellement, il va y avoir du mouvement de personnel. Ouais, effectivement. Ouais. Et la compagnie qui reprend ça, d'ailleurs, le CEO est un ancien de chez Sky Service, M. Rinaldi. Puis la compagnie porte le nom de Smart Aviation Maintenance Service, mais il n'y a pas de lien à faire avec Smart Aviation d'Égypte. Pour faire attention ici, là, moi, quand les informations sont sorties au début, on disait que c'est une compagnie égyptienne qui avait récupéré le contrat de Sky Regional là, d'entretien. Mais non, il y a une section à faire. Il y a un problème de marque de commerce, mais c'est tout. C'est parce que le site web est arrivé... Le site web est arrivé live, on dirait, cette semaine, parce qu'il y a eu un mot. Moi-même, quand je l'ai appris, j'ai cherché puis je le trouvais pas. Puis après ça, j'ai fait des jeux de mots là, possibles sur Google, puis j'ai fini par le trouver. Puis on dirait que le site a apparu. Donc, c'est récent. Ouais, c'est assez récent, oui, effectivement. Puis ça n'a aucun rapport avec l'Égypte, effectivement. On n'a pas réussi à faire. J'ai essayé de rejoindre, moi, les gens de Smart Aviation Services, mais Greg, je te dirais que c'est des gens d'entretien, c'est des mécaniciens à la base qui ont parti de cette compagnie-là. Donc, c'est une compagnie naissante, donc ils n'ont pas de département de relations médias. C'est pas de la mauvaise volonté de leur part, mais leur priorité, comme c'est des gens d'entretien, c'est l'entretien à court terme. Peut-être que plus tard dans la semaine ou dans un mois donné, on va avoir plus d'informations sur cette entreprise, mais pour l'instant, ça va être difficile. Et juste pour souligner, Sky Regional opère 25 Embraer 175 pour le compte de Air Canada Express. Oui, puis ils ont un contrat c'est un contrat de 7 ans qui a été signé. Quand ça? Dans le sens de combien de temps qu'il en reste?
Il vient juste d'être renouvelé le 7 Ah, OK, super. Super. Ben, félicitations au nouveau propriétaire. Ben oui. Ils vont avoir du fun. Travailler sur des armes. Quel timing, hein? Ouch. Oh. Ouais, ça, c'est pas je connais beaucoup de gars qui travaillent là, fait que c'est des super bons mécanos. Malheureusement, ils travaillent sur un avion bof, mais non, c'est une blague, je déconne. WestJet, on va avoir une question technique pour toi, Greg. Oui. WestJet a été obligé de déclarer une urgence en approche vers Montréal. Oui. Il disait que les contrôles de vol étaient, j'ai juste stiff en tête, raides. Oui. Raides, ouais. Les contrôles de vol étaient devenus très, très raides. Oui. Qu'est-ce qui peut avoir posé problème? Parlons de troubleshooting. Il y a plusieurs choses qui peuvent avoir posé problème. Premièrement, ce qui est important de mentionner, c'est qu'il a fallu qu'il fasse un flight disconnect là, dans le cockpit. Là. Donc, ils ont été obligés de déconnecter l'autopilote? Non. Ils ont été obligés de déconnecter les flight control du pilote au copilote. Là. Mm-hmm. Les deux sont été capables maintenant de bouger la colonne comme ils voulaient. Mm-hmm. Donc, ça, c'est habituellement, tu fais ça en cas de dernier recours seulement. Là. Donc, ce que ça sous-entend, c'est qu'on a très certainement eu un flight control jam. Là. Il y a quelque chose qui a jammé quelque part. Là. Mm-hmm. Et ça peut être causé par plusieurs petites choses. Puis déjà, tout de suite, je ne pencherai pas pour un problème hydraulique ou quelque chose de la sorte, pour la simple et bonne raison que comme ça, vite, là, sans connaître à fond et par cœur le système du Dash 8, si ça avait été hydraulique, admettons un problème, une fuite ou quoi que ce soit, bon, déjà là, ça se peut pas, parce qu'en fait, ça deviendrait pas stiff. Ben, oui, ça pourrait devenir stiff parce que là, t'es rendu que tu agis directement sur le body du... À la main, finalement? À bras? Ouais, tu bouges. Dans le fond, tu bouges physiquement la valve au lieu qu'elle bouge d'elle-même hydrauliquement. Mais le problème qui arrive, c'est que quand ils ont fait le disconnect, c'est côté capitaine. Le copilote est demeuré raide et le côté pilote est redevenu correct. Voilà. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'était du côté copilote que qu'il y avait un problème. Là. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est si c'était au niveau de l'élévateur ou aileron. Non. On n'a pas ce détail-là. On n'a pas ce détail-là. Là, fait que... donc ça peut être après ça un blocage, peut-être un outil. Au niveau du ils disent que même quand ils ont déconnecté l'autopilote, c'est resté stiff. Donc c'est peut-être ça pourrait être un servomoteur, la clutch qui est restée engagée. Parce que le servomoteur qui est à la demande du computer de l'autopilote qui fait bouger les câbles. La run de câble est toujours branchée sur ce système-là, puis on l'actionne ou on le désactionne. C'est quand tu sélectionnes l'autopilote, il y a une clutch qui embarque, qui fait que là, maintenant, c'est le cerveau qui fait bouger, qui tire les câbles d'un bord à l'autre. Quand ils ont déconnecté l'autopilote, peut-être que cette clutch-là est restée engagée. Puis souvent, on installe les cerveaux d'autopilote sont installés sur une run de câble. Ça peut faire que sur la run du copilote ou... c'est pas forcément installé équilatéralement entre... La synchronisation arrive plus tard dans le système. C'est ça que tu veux dire? Non. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un cerveau, un petit moteur électrique installé sur la run de câble du pilote et la run de câble du copilote. Il y en a un sur le système. Oui, c'est ça que je veux dire, mais plus tard, ce que tu dis que tu as déconnecté, plus tard dans le système, ces deux côtés-là sont connectés ensemble. Là. Donc, au début, c'est en fait, ils sont connectés en dessous du cockpit. OK. Ouais. Donc, physiquement, tu les défais, là, mécaniquement. Ils sont défaits. Puis, ils ont chacun une run de câble qui part dans dessous du cockpit puis qui s'en va de... sauf que, quand ils sont connectés les deux comme ça, les deux en même temps peuvent actionner les commandes. Et donc, quand ils sont connectés, tu as juste besoin d'avoir un système de cerveau pour l'autopilote, puisque tout est interconnecté normalement. Fait que juste un moteur sur une run, c'est suffisant.
Fait que ça pourrait être ça. Donc, la clutch d'un cerveau d'autopilote qui pourrait être jammé, qui fait qu'il y a une run de câble qui est difficile. Du FOD. Ça pourrait être du FOD, un outil. Ça pourrait être, on a dit, peut-être au niveau de la valve, de l'actuateur, s'il y en a, comme je vous dis encore une fois, je ne connais pas par cœur le Dash 8, là, mais il pourrait peut-être y avoir un petit problème hydraulique qui fait que la valve a de la difficulté à bouger et où, là, quand tu tires dessus, c'est tout le body qui bouge. Là. Fait que ça. Il y a plusieurs petites choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Ça prend pas grand-chose, Greg, parce que les commandes du 400 sont pesantes. En temps normal, même quand tout va bien, ils sont pesantes, ces commandes-là. Oui, exact. Ouais. Donc, c'est effectivement. Fait qu'il y a quelque chose, mais c'est tout porte à croire que c'est mécanique, puisque le disconnect a fait en sorte on s'est débarrassé du problème d'un côté. Donc, ça tout porte à croire que c'est mécanique, un blocage quelque part. OK. Intéressant. Puis félicitations à l'équipe de pilotage qui a visiblement géré cette urgence-là bien. Oui, c'est assez... oui, effectivement. Beau travail. Beau travail. Excellent. Ça fait le tour de nos brèves. On passe dans nos dossiers et on commence, bien entendu, par les impacts de la pandémie sur l'industrie et comment l'industrie s'adapte à cette réalité-là. Donc, premièrement, on veut souligner le travail des différentes organisations qui s'impliquent au niveau de la gestion de la pandémie dans des niveaux d'expertise qui n'étaient absolument pas les leurs jusqu'à maintenant. Là. Oui, on va commencer par un concours, Greg. Oui, on veut prendre le temps. Ça n'a pas rapport du tout avec l'aéronautique. Mais on pense que c'est important de le mentionner. Il y a depuis quelques semaines, ça fait pas 3 mois que ça roule. Là. Ça fait 2-3 semaines à peu près là, qu'on a lancé un challenge. Certains hôpitaux, organismes à but non lucratif, certains gouvernements aussi, là, ont lancé un peu partout à travers la planète différents challenges pour fabriquer des ventilateurs. Pas cher, facile à sourcer. Oui, c'est ça. Ouais, efficace. Au Québec, c'est entre autres, parce que je veux pas dire qu'il y a juste ça, là. Je veux pas commettre d'erreur, mais je sais qu'il y en a un, entre autres, c'est le Code Life Ventilator Challenge, qui a été mis de l'avant par par la fondation du Jewish. La fondation du Jewish à Montréal. Et la raison pour laquelle on parle de ça, premièrement, c'est pour souligner le travail des entrepreneurs, d'ingénieurs qui se sont lancés là-dedans corps et âme. Et bien sûr, tout ça, c'est une question de génie biomédical, mais c'est pas du tout les seules personnes qui se sont lancées là-dedans. Il y a des gens d'informatique, il y a des gens de génie électrique, etc., etc. Et, bien sûr, la raison pour laquelle on en parle, des gens d'aéro. Oui, il y a des gens d'aéro. Donc, une compagnie, entre autres, que nous connaissons, avec qui on a eu la chance de travailler dans le passé, des gars qui sont super cool, qui sont fantastiques, Olivier et Christian de la compagnie OCX, ils sont pas tout seuls dans leur équipe, OK? Juste pour donner une petite idée, là, l'espèce d'équipe interdisciplinaire, pluriculturelle, je sais pas trop, là, qui ont été capables de mettre, de monter, là. Il y a 3 médecins, il y a 4 techniciens, il y a 2 ou 3 ingénieurs. Là, j'y vais de mémoire, là, mais je suis pas très loin des bons chiffres. Là. Il y a un machiniste, je me rappelle. 3 personnes en charge de la programmation. 3 programmeurs, merci. OK. Donc, fait que c'est vraiment cool là, ce qu'ils ont fait. Puis, donc... Et là, qu'est-ce qu'on fait? On part en production? Des entrepreneurs... donc une PME, une PME, en fait une TPE plus que d'autres choses, là, qui a décidé de participer à ce challenge-là. Fait que déjà là, c'est vraiment cool, les gars. Je vous lève mon chapeau, c'est vraiment le fun. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que dans ces derniers jours, on a beaucoup entendu parler de gros ou de gens plus connus. Par exemple, on a parlé de CAE. En fait, on va juste faire une petite précision. Oui. Ils ont sélectionné certains des finalistes. C'est ça l'affaire. Attends. Ouais. On a beaucoup entendu parler de grosses compagnies, même avant qu'ils fassent la sélection. On sait que CAE est dans ce challenge-là depuis le début, puis Polytechnique, certaines autres écoles. Je pense que l'ETS aussi était là-dedans. Mais ce que je veux d'abord souligner, même avant même de parler d'OCX puis de Christian et Olivier, c'est que à travers le monde et au Québec, il y a beaucoup
de petites entreprises, de PME, de travailleurs autonomes qui se sont lancés là-dedans, qui se sont montés des équipes dont on n'a pas entendu parler. Puis là, je me permets de lancer une petite flèche à certains médias qui ont rapporté le challenge, qui en ont parlé, mais qui ont omis de mentionner qu'il y avait aussi des nobody, là, des gens qui ne sont pas cotés en bourse, qui travaillent sur ces challenges-là, puis c'est important, puis ici au Québec, là, OK? Donc oui, 1029 participants. Et sur 1029 participants, cette semaine, on en a retenu, avant-hier en fait, on en a retenu 53. Et sur ces 53-là, il y a l'équipe de OCX, l'équipe de Christian et Olivier, qui a été sélectionnée pour la prochaine phase. Fait que la prochaine phase, je pense qu'ils vont en sélectionner une dizaine. Fait qu'on continue comme ça. On leur souhaite vraiment bonne chance. C'est vraiment cool, c'est vraiment intéressant. Ben, surtout, on les félicite. Oui, on les félicite. Ils sont arrivés avec un design à moins de $500 quand même. Oh mon Dieu. Que uniquement avec du matériel que tu peux trouver facilement. Vous voulez vous faire votre ventilateur chez Rona? Oui, absolument. Puis l'idée, c'était qu'il fallait que ce soit avec des pièces relativement simples et faciles à trouver et abordables. J'ai l'impression que ça ressemble un peu au défi de mettre un filtre carré dans un trou rond sur Apollo. Là. C'est exactement l'exemple que Christian nous a donné quand on lui a parlé au téléphone. On a des bas et des ziplocs dans son design? À peu près, il y a du duct tape, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Donc, fait que félicitations les gars, Christian, Olivier, la gang d'OCX et tous ceux qui ont participé avec eux, les médecins, les ingénieurs, les gars qui ont programmé, les gars ou les filles. Oui, puis je rajouterais qu'en notre nom à tous, un gros merci. Faut que les gens qui le peuvent contribuent. Oui, effectivement. Puis on est vraiment fiers que vous ayez participé. Ils sont capables, ils ont décidé de le faire, ils ont décidé de donner du temps, puis de voir ce que... même eux, de se challenger, puis je trouve ça vraiment cool, je trouve ça vraiment le fun. On vous supporte, les gars. Bravo. Ce genre de concours-là aussi, avec la crise qu'on vit qui va durer longtemps, là, on est rendu à l'étape où les compagnies qui vont passer à travers cette crise-là, cette crise financière qui s'en vient, c'est les compagnies qui sont capables de s'adapter. C'est pas celles qui ont plus de liquidité, c'est celles qui sont capables de s'adapter. Puis qu'une PME réussit dans un laps de temps aussi court à compétitionner des géants comme CAE, ben ça démontre la capacité d'innover puis de s'adapter de ces gens-là. Oui, effectivement. Puis, absolument. C'est fantastique. C'est vraiment génial. C'est l'être humain à son meilleur. Bravo. Oui. Effectivement. D'ailleurs, on va parler des autres qui font ça. Là, on va faire une petite précision avant de commencer ça parce que, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire des choses actuellement, là. Tu sais, mettons, Bell Chemical Lab a commencé à produire du désinfectant. À la base, c'est pour leurs propres employés, mais éventuellement, ils pourraient étendre ça à d'autres organismes. On a Bombardier Centre qui, dans le Bas-Saint-Laurent, va devenir une clinique de dépistage et un centre de traitement pour les gens atteints de COVID, COVID. Fait que c'est Bombardier Transport, hein? Oui, exact. Oui, c'est l'usine de l'avocatière, ça, en fait. Ouais. Mais c'est vraiment pas évident. Okay. On en parle, entre autres, parce qu'on a eu une question sur YouTube, dans le fond, d'un auditeur qui se disait extrêmement déçu que quand on ait parlé de Bombardier, on n'ait pas parlé de... Bombardier, dans le cadre de la crise, on ait parlé seulement de ses défis financiers et pas de comment il pourrait contribuer. Mais aussi comment les autres sont en train de peut-être s'organiser pour contribuer ou pas. Donc, par exemple, on sait que présentement, Pratt & Whitney a demandé à ses employés de rentrer au travail. Oui. Et on ne sait pas pourquoi. Ouais, oui et non, là. J'ai essayé de trouver des réponses à ça. J'ai questionné du monde chez Pratt avant qu'on débute l'enregistrement. Puis effectivement, on ne sait pas pourquoi. Pour l'instant, la seule information qu'on a, c'est que ça serait toujours pour de la production de moteurs que les gens seraient rappelés. Okay. Mais je mets un bémol, parce qu'on sait que Pratt & Whitney était sur un projet aussi, là, avec le gouvernement du Québec, puis en collaboration avec d'autres industries et Bombardier, pour produire du matériel sanitaire ou médical, là, dans les semaines ou les mois à venir. Est-ce que c'est pour ça qu'on rappelle les employés? C'est pas impossible. Oui.
OK. Bien, puis on va aussi préciser ça. Tu me disais dans les semaines à venir, justement, tu nous disais, c'est important de dire ça, changer complètement la production, le style de production, la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise comme Pratt ou comme Bombardier, c'est vraiment pas évident, là. C'est pas surprenant que 4 semaines plus tard, ce soit pas fait. Oui, il y a ça. Là. Puis ça revient. C'est même pas 4 semaines. La personne qui a posé la question, il faut comprendre aussi que là-dedans, puis j'imagine que tu t'en allais là aussi, un de tes points, là, il y a qu'il faut aussi que tu sois capable d'assurer la protection des gens qui vont rentrer le faire. Là, oui, absolument. Absolument. Ben, c'est sûr que là, au départ, il y avait un hard stop de 2 semaines que ces organisations-là ont respecté, bien entendu. Pendant ce temps-là, on peut réfléchir à des choses. De là à réorganiser le travail du jour au lendemain, écoutez, pour l'instant, c'est pas possible. Il est pas dit, puis moi, je pense que dans le futur, tout le monde qui va avoir vécu cette crise-là, qui est dans une entreprise, qui détient une entreprise, va se dire, dans le cas d'une pandémie, qu'est-ce que je pourrais faire? Dans le cas d'une guerre, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je pourrais transformer mes opérations à court terme pour être capable de continuer d'opérer, de supporter les populations et les gouvernements dans cette situation-là? Moi, je pense que cette réflexion-là va se faire. Il reste que là, il n'y avait pas eu quelque chose comme ça depuis le début du 20e siècle. Là. Oui, il y a quelque chose qui est assez spécial avec cette crise-là, là, qui est... Et je pense qu'effectivement, les gens vont s'en rappeler pour les bonnes raisons. Étrangement, oui, mais non. Là. Tant mieux. Mais c'est la première fois, quand tu y penses, là, c'est la première fois qu'on fait un peu de philosophie. Là, c'est la première fois qu'on met de l'avant la santé et la survie des gens avant l'économie. Absolument. Ouais. Donc, c'est quand même pas rien. Il n'y a pas... Tu regardes les choses aller, il n'y a pas une compagnie qui avait un plan de contingence qui était capable de répondre à la situation qu'on vit. Moi, j'ai parlé avec des gens à un moment donné qui sont à la retraite, puis qui avaient fait des plans de contingence, là, je te parle 2011-2012. Hein, H1N1, SRAS. Ouais, puis ils regardent ça aujourd'hui, ils disent, mais on était tellement dans le champ. Ouais, hein? Non, ouais. Ouais, c'est honnêtement là. Visiblement, on était dans le champ à tous les niveaux. Là, c'est pas non plus seulement la faute des corporations. Tu sais, par exemple, qu'on n'ait pas eu de producteur local national de médicaments puis d'équipements de première nécessité de protection. Mais ça semble complètement fou aujourd'hui. Je suis totalement avec toi là-dessus. Je pense que c'est j'espère qu'ils vont le prendre comme ça. Là, c'est une gifle, pour pas dire une claque Finis ta phrase. Ça gueule. Pour le gouvernement fédéral, il va peut-être falloir arrêter de... Puis je veux pas qu'on tombe dans du nationalisme, puis c'est pas ça le point, là. C'est correct d'avoir, de faire affaire avec d'autres pays. La mondialisation peut être un peu moins mondialisée, je sais pas comment le dire, là. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être aussi qu'on soit capable de répondre à nos propres besoins, d'avoir un minimum. Un minimum de capacité de dire que tu n'es pas obligé d'attendre que 3M, qui s'est fait dire d'arrêter de shipper au Canada, semble-t-il. Mais en même temps, 3M nous dit, je veux bien là, arrêter de shipper chez vous, mais les masques, certaines des masques sont fabriquées au Mexique. Non, mais de toute façon... à un moment donné, avec du matériel qui provient du Canada, d'ailleurs. Exactement. Non, mais de toute façon, on va faire une micro-parenthèse ici, si vous voulez, par rapport à ça. C'est extrêmement malvenu comme stratégie parce que on commande très, très peu au Canada de masques, par exemple, N95 aux États-Unis. Par contre, nous leur envoyons plus de 6 milliards de dollars de fournitures en lien avec la COVID par année. Puis ça, c'était dans une circonstance où ça allait bien. Ouais. Fait que je pense qu'ils ont mal fait leur calcul là-dessus, mais que voulez-vous? Il reste qu'il faudrait se prémunir contre ces différents règlements-là qui fermeraient les frontières. C'est ça la base. Mais sans tomber dans l'extrême de dire « OK, fine, on fait plus rien avec eux ou on leur parle plus ou quoi que ce soit ». Non, c'est pas ça qu'on dit. Oh non, vraiment pas. Et si on ramène ça, mettons, à l'aérospatiale, at large, ce serait peut-être le temps un petit peu de modifier puis on en a déjà parlé un petit peu la semaine passée, modifier un petit peu les façons de faire, les appels d'offres, donner la chance aux compagnies d'ici de pouvoir se setuper, de pouvoir se qualifier, d'aller chercher des certifications avant de dire « Oh non, mais de toute façon, il n'y a personne ici, on va aller ailleurs. » Mais si tu leur laisses pas le temps puis aussi, première fois... Du point de vue des grosses entreprises, on parle
on parle de la complexité. C'est compliqué d'avoir plusieurs petits fournisseurs. Oui. C'est compliqué de n'avoir plus aucun fournisseur non plus. Il faut un peu équilibrer la question de la complexité. C'est vrai que peut-être en temps où tout va bien, c'est plus compliqué d'avoir plusieurs petits fournisseurs. Dans le temps où ça commence à mal aller, ça te donnerait des options. Exact. Ouais. Bon. Puis avoir plusieurs petits fournisseurs, là, il y a une différence entre en avoir 38 puis une dizaine aussi, locaux. Là. Effectivement. Qu'est-ce que tu allais dire, André? J'allais dire, la règle du plus bas soumissionnaire, un point, c'est tout, ne tiendra plus pour certaines... Ça, c'est de la grosse M. C'est à revoir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent des gens au gouvernement, ou si le gouvernement nous écoute, là, tant mieux. Mais là, je pense qu'on... On voit grand, Greg. Là, Oui, non, mais à un moment donné, regarde, parfait, Aéropod. Cette maudite règle du plus bas soumissionnaire, là, c'est pas compliqué. Tu as juste à t'étirer le cou puis regarder la route en avant de toi, puis ça donne ça. Donc, je sais que c'est un petit peu plus compliqué que ça, là, mais grossièrement résumé, ça donne ça. Donc, oui, il y a beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses. J'espère pour le mieux. Puis... On pense que les compagnies en aéro vont contribuer, mais il faut garder en tête que de faire tourner un paquebot, c'est long. Fait que des très grosses organisations qui avaient des chaînes d'approvisionnement très intégrés, qui étaient en flux tiré, donc qui avaient juste le matériel dont ils avaient besoin au moment où ils allaient l'utiliser. C'est pas vrai que demain matin, Pratt & Whitney peut très facilement se mettre à fabriquer des ventilateurs. Là, il y a une... Donc, c'est pas évident. Il faut former tout le monde, il faut réorganiser toutes les chaînes de montage. C'est vraiment comme un niveau de complexité by the way, pas impossible. Juste pour que les gens comprennent, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce que ça veut dire en flux tiré, là, pour vous donner une idée aéronautique de ce que c'est, quand Pratt & Whitney ship un moteur, mettons chez Beechcraft, très, 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 très souvent, le moteur qui est shippé, qui est reçu à Wichita, chez Beechcraft, le moteur est installé dans la journée même. On attendait après. Puis ça, ce que je vous dis là, c'est de source sûre. Des fois, le moteur peut arriver 1 ou 2 journées avant. Là. Mais je vous le dis, là, faites-moi confiance. Là, c'est très souvent, le moteur arrive, il reçoit vos shippings, ils font la paperasse qui va avec, ils inspectent la boîte, puis ça s'en va sur le plancher, puis le moteur est installé dans la journée même. Ça, c'est sans compter le fait que vous êtes en aéro, vous connaissez les tenants et aboutissants des questions réglementaires en aéro, comment c'est important, comment c'est complexe, etc. Sachez que c'est la même chose, sinon pire, en médical. Donc, on peut pas juste se mettre à produire des ventilateurs comme ça, là. Faut que ce soit certifié, faut que ce soit exactement. Ouais. On n'a pas le droit de faire le marketing de tout ça avant que ce soit autorisé, etc., etc. C'est compliqué. Donc, moi, je pense que si Bombardier ou Pratt commençaient à produire des ventilateurs à l'intérieur de 3 mois, je serais très impressionné. Santé Canada a dit qu'il supporterait. Là. Oui, absolument. Mais oublie pas qu'on est sur des mesures pratiquement, on est en situation de extrême, donc le processus d'approbation va être plus court parce qu'à un moment donné aussi, Claudia, il faut que tu mettes dans la balance le fait que si j'approuve pas ces ventilateurs-là, les gens qui les auront pas la semaine prochaine vont peut-être mourir. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses de 2 mots, tu choisis le moindre. Oh non, mais je suis d'accord avec toi, André. Bon point, c'est que ça se mette à fonctionner rondement, là. Tu sais, on a déjà 3 semaines, 4 semaines de passé, là. Ouais, il y a encore probablement 3 semaines parce que Pratt CA a dit qu'elle était capable de produire 10 000 ventilateurs en 3 mois. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais tant mieux, honnêtement, si ça se fait, tant mieux. Là. Puis ce serait un testament à l'agilité de cette grosse organisation-là, d'avoir été capable de se retourner aussi rapidement. Là. Bravo, vraiment. Soit dit en passant, pour faire une différence entre les ventilateurs de CAE puis ceux de nos amis du Code Life Ventilator Challenge, eux autres, leur ventilateur, il est open source pour le Code Life Challenge. Là. Il y en a plusieurs qui ont fait ça. Medtronic a mis les plans de ces ventilateurs simples, on va dire, sur Internet, c'est la etc. condition pour participer. Il faut que ce soit open source. Oui. Alors que CAE a dit qu'il les vendait. Ah oui? Oui. Ah tiens!
Fait que ça va être un autre... c'est une petite pointe de frustration. C'est à débattre, c'est pas fini. Peut-être qu'ils vont changer d'idée. Oui, c'est correct. Puis je dis pas que c'est eux sont méchants ou quoi. C'est pas ça le point. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est entre autres ce qui a buggé un peu. Là. C'est que quand j'ai parlé avec certaines personnes qui participent à ce challenge-là, ils ont dit « Ouais, mais dans le journal, c'est écrit qu'ils les vendaient. » Nous autres, on nous oblige à les mettre en open source. Il va y avoir des petits ajustements. Je ne veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, là, mais il va y avoir des petits ajustements à faire. Mais bon, oui, effectivement. C'est challengeant. Ouais, OK. On va dire ça comme ça. On va voir, hein. Ça va aussi nous dire qu'est-ce qu'on est capable de faire quand l'innovation puis le génie de toute l'humanité est tourné vers le même problème puis qu'on décide qu'on le règle. Oui. Ouais. J'ai hâte de voir. All right, on continue. Yes. Mauvaise nouvelle, celle-là. Recours collectif des passagers canadiens contre les transporteurs canadiens qui ont remboursé les passagers qui ont vu des vols annulés en bon d'achat. Ouais, c'est une question. Légalement, les compagnies aériennes en ce moment ne sont pas tenues de rembourser les passagers. OK? Puis, dans une situation normale, je trouverais ça correct ou regarde, ce serait un point à débattre. Il faut comprendre que si vous regardez les liquidités des compagnies aériennes, si on prend exemple Air Transat ou le groupe Transat, en fait, là, qui a des liquidités de 650-660 millions là, au dernier bilan, il y en a à peu près 400 à 440 millions que c'est l'argent des clients, là, des passagers qui ont acheté des billets ou des forfaits vacances d'avance, OK? Mm-hmm. Donc, si Air Transat rembourse tout le monde la semaine prochaine, elle passe de 650 millions de liquidités à 200 à peu près. Alors, c'est sûr que du point de vue financier, c'est très inquiétant. Ça vide un compte en banque, ouais. Ça vide un compte en banque. Et ça, je justifie pas leur chose. Je comprends l'hésitation des dirigeants de compagnies aériennes à faire ça. Mm-hmm. Maintenant, on est dans une situation extraordinaire qu'on n'a jamais vue et peut-être qu'on ne reverra pas de notre vivant, nous. En tout cas, j'espère qu'on ne reverra pas. Oui, j'allais te le dire. On est d'accord. Fait que les citoyens, les gens qui ont acheté ces billets-là, je regrette, mais dans les 2 prochaines années, ils seront probablement pas en état de partir en voyager parce que de toute façon, ils font face à une baisse de revenus tellement importante qu'ils ont besoin de l'argent de ce voyage-là qu'ils ne pourront pas faire ou qu'ils ne souhaitent pas plus faire maintenant, OK? De toute façon, ça, c'est la première chose, mais la deuxième, pour utiliser un voucher, faut qu'il y ait des vols. Et voilà. Puis il n'y en a pas de planifié, puis on ne sait pas quand est-ce qu'il va y en avoir de planifié. Fait qu'en gros, présentement, les transporteurs se financent sur le dos des passagers. Ben, ça finance, regarde, ils n'ont pas, regarde, il faut faire attention quand on dit ça parce qu'ils n'ont pas volé cet argent-là. Elle a été déposée volontairement, mais on la garde un peu en otage. Ouais, c'est ça. Puis je pense que le gouvernement canadien a soulevé le fait que l'industrie du transport aérien était particulièrement touchée par la crise économique qui vient avec la crise sanitaire, puis qu'elle allait devoir construire quelque chose sur mesure pour cette industrie-là, mais je suis de ceux qui disent, avant de mettre de l'argent dans les compagnies aériennes, retournez l'argent aux voyageurs, s'il vous plaît, parce qu'ils en ont besoin. On ne peut pas subventionner ou supporter des entreprises sans tenir compte des gens ou des clients de ces entreprises-là et de leurs besoins financiers à eux autres aussi. Là, fait que je pense que moralement, les compagnies doivent rembourser les passagers. C'est moralement. En fait, présentement, ce que le recours collectif demande au jour d'aujourd'hui, c'est de placer cet argent-là aux soins de la Cour. Donc, de s'assurer que cet argent-là ne puisse pas servir à payer d'autres fournisseurs, d'autres choses que dans le fond, de ne pas financer le cash flow des entreprises. Oui, exact. Donc, c'est ce qu'on est en train de demander présentement. En attendant que les procédures puissent avancer, parce que vous connaissez les délais de cours généraux et en plus, ces temps-ci, tout est arrêté. Donc, ça pourrait être très long, toute cette histoire-là, mais en attendant, ce qu'on demande, c'est de s'assurer que cet argent-là ne puisse pas servir à autre chose qu'à rembourser les passagers dans l'intérim. Ou éventuellement à payer le voyage, parce qu'on veut pas se retrouver dans une situation où à la fin, les vols n'ont pas repris. Mettons, je vais mettre ça dans le pire. Mettons qu'Air Transat n'a pas repris ses vols d'ici le mois de septembre, mais qu'elle n'a plus une scène de liquidité. Ça veut dire que l'argent qui a été déposé pour payer les voyages, elle l'a même plus. Oui, c'est ça. Ben là, regarde. Fait que moi, c'est pour ça que je dis, la meilleure façon de garantir que cet argent-là
ne servent pas à autre chose qu'aux passagers, ben c'est de retourner l'argent aux passagers, puis quand ils auront les moyens ou quand la situation permettra, ils voyageront, puis ils s'en prendront des forfaits. Absolument. Là, regarde. Mais je comprends la position des compagnies aériennes, puis c'est peut-être une monnaie d'échange aussi pour négocier avec le gouvernement, hein. On ne sait pas. Oui, puis de toute façon, on sait aussi que ça va donner un effet domino. S'il y en a un qui prend une décision, ça va être réglé. Il doit y avoir aussi de la pression des compagnies de cartes de crédit actuellement qui se font demander des remboursements d'assurance. En tout cas, ça doit être vraiment un bordel de tous les diables, cette situation-là. Puis, bien sûr, la poursuite n'aide pas. Mais, bon, on va voir comment ça va se dérouler, puis on va vous tenir au courant, parce que pour l'instant, pas de neuf. Ouais. Ben, je regarde, moi, je suis pas un gros fan des recours collectifs, là, mais je trouve que celui-là est justifié. Oui. On va voir. Airbus réduit drastiquement la production des 320. Ben, c'est l'habitude. Oui, c'est ça. Qui est surpris? Ici, on lève la main? André? Oui, ben, il n'y a pas vraiment personne. Puis, si la décision n'est pas rendue, au moment où on enregistre, la décision n'est pas rendue quant à l'ampleur de la réduction, mais effectivement, regarde, ça ne surprend pas personne. Là, moi, quand j'ai mis ça en ligne sur les aides du Québec, j'ai eu des commentaires. Il y a encore des employés chez Airbus à Mirabel qui se demandent si la production de la 220 va être touchée. J'aimerais ça être optimiste ou pouvoir vous dire non, ça ne sera pas touché, mais il n'y a aucune production d'avion qui ne sera pas touchée. Là. Ben non, c'est ça. Juste à cause de comment la production se déroule. Comme tu disais, Greg, pour garder les gens en sécurité, ça ne pourra pas continuer comme avant. Ouais. Ça se pourrait juste que ça ralentisse de la moitié pour garder les gens plus isolés physiquement, mais ça se pourrait que ce soit complètement autre chose. Là. C'est pas... c'est pas clair encore. Regarde ce que je te dis, moi, là. Il y a eu deux A220 qui ont été mis en production. Quand Airbus a établi la ligne de production de la 220 à Mobile, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont produit temporairement deux A220 dans l'ancienne usine où il y avait le 320, pendant que l'usine qui était en construction pour le 220 n'était pas complétée. Là, en ce moment, ils sont en phase de déménager l'outillage dans la nouvelle usine, puis de compléter l'installation de cette usine-là, OK? Ouais. La ligne d'assemblage telle qu'elle devait être configurée finalement à Mobile, là, elle n'a pas encore livré un seul avion. Si tu veux mon avis, elle n'en livrera jamais. Jamais? Ben, en tout cas, pas dans les 5 prochaines années. Le marché, la demande est à terre. Ça va être difficile de maintenir de ramener la production à 5 ou 6 appareils par mois à Mirabel ou de la maintenir à 5 ou 6 appareils par mois. Il n'y a plus besoin de regarde. Là, 220 à Mobile, là. Puis, oublie pas, il y a des clauses dans la nouvelle accord de libre-échange. Il y a des clauses concernant... il n'y aurait plus besoin de cette usine-là. Il y a des clauses concernant... maintenant, il va y avoir une marque ou une désignation pour produits en Amérique du Nord. Okay? Okay. Donc, les produits les Nord-Américains, donc le Canada, le Mexique et les États-Unis, vont être protégés par cette désignation de produits-là. OK, ouais. Fait que ça a coûté quelques millions mettre tout ça en place, mais là, ça va être plus payant de retirer... Puis de toute façon, regarde, Delta a suspendu ses livraisons d'avions. Je serais surpris que JetBlue et que les autres ne fassent pas de même, tu sais. Puis à Mirabel, tout ce qu'il y avait en ce moment, pratiquement le gros des livraisons prévues en 2020, OK, c'était Air Canada puis Delta. Puis les deux ont suspendu la réception de nouveaux avions. Même si Delta puis Air Canada en ce moment ont groundé aucun des A220, ils ont tous gardé en service. Malgré tout ça, ils n'ont plus besoin d'avions neufs. Écoute, Delta a 600 avions de parqués. Ouais. OK? Air Canada, 175 maintenant, là, tu sais. Fait il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin. À court terme, il n'y en a pas de besoin. On verra dans le moyen et dans le long terme, mais c'est une autre histoire. Mais c'est clair, il y a des réductions de cadence. 50%, moi, j'ai trouvé que c'était pas une grosse réduction dans mes choses à moi. Probablement qu'ils vont commencer avec ça, puis ils vont rajouter une fois encore à la baisse dans les mois à venir. Ouais, non, ça c'est sûr, c'est après moi. Sans compter les défis de production eux-mêmes. Là. On va voir de quoi ça a l'air, mais je pense pas que ça va être très, très simple de remettre les gens dans des usines en Europe non plus. Là. Moi, ça sera pas facile.
Parlant de ça, en fait, tu parlais de comment la demande allait évoluer. Il y a comme une organisation des Nations Unies qui suit le tourisme. Oui. Comment ça, là? Explique-nous la logique de ça. En fait, c'est l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT. Puis l'OMT est une agence des Nations Unies, donc elle est rattachée aux Nations Unies. L'Organisation mondiale du tourisme, en fait, c'est un peu comme l'OACI, mais juste pour le tourisme. Donc, ça concerne pas juste l'aviation civile, ça concerne tous les modes de transport et ça concerne le tourisme. Et en fait, cette agence-là considère, dans cette agence-là, le tourisme est considéré comme un mode de développement économique équitable parce que quand des gens des pays riches vont dans des pays pauvres, évidemment, on fait un transfert de richesse, donc c'est équitable. Et ces gens-là, évidemment, c'est des spécialistes en tourisme. Alors, pour votre information, le tourisme international, OK? Donc, quand on exclut les gens, par exemple, qui au Québec font juste se promener au Québec ou au Canada, quand on parle de tourisme international, c'est un chiffre d'affaires en 2018 de 1700 milliards de dollars. Et ça, dans ce 1700 milliards de dollars-là, il y a tout le transport de passagers par avion qui est inclus. Mm-hmm. OK? Et en 2018, c'était 9,5 % du PIB mondial, c'était le tourisme international. OK, quand même. Ouais, fait que cette agence-là, c'est pas l'Organisation mondiale du tourisme, là, c'est pas à prendre à la légère. Et là, je vais vous dérocher des statistiques intéressantes concernant le tourisme, OK? Il faut savoir que 51% des touristes dans le monde vont en Europe. C'est l'Europe qui est la grosse part du marché. Avec 51%, vient ensuite l'Asie avec 25%. Puis l'Amérique du Nord, pour donner une proportion, nous, on est à 15%, par contre, des touristes. Par contre, quand tu regardes les revenus, les recettes tirées du tourisme, à ce moment-là, l'Europe est à 39%, l'Asie Pacifique, 30%, l'Amérique du Nord, 23%. En fait, même pas Amérique du Nord, c'est Amérique complète, c'est 23%. Moyen-Orient, 5%, puis Afrique, 3%. OK, donc, pour l'Europe, là, c'est très, très important, le tourisme. Et les Européens, non seulement ils reçoivent plus de touristes étrangers, mais c'est eux autres aussi qui sont les plus grands touristes de la planète. Ils représentent près de 50% des touristes planétaires, OK? Donc, quand tu veux relancer l'économie, puis on pense à la France, qui est le pays où il y a le plus de touristes internationaux, 80 millions de touristes par année qui rentrent en France. Donc, eux ne pourront pas survivre sans la relance du tourisme. Ce qui me bug un petit peu dans toute cette statistique-là, c'est que l'agence en question, elle a 159 pays membres et 6 pays, 6 membres associés, là. Mais le Canada et les États-Unis ne sont pas dans l'Organisation mondiale du tourisme. Ah. Et curieusement, mais regarde les proportions de touristes qu'on a, nous, c'est juste 15%. Alors, tu vois qu'il y a peut-être un lien à faire. Le tourisme mondial, le tourisme international, de 2011 à 2018, parce que c'est la dernière année qu'on a des statistiques complètes, était toujours la croissance était toujours plus élevée que la croissance du PIB mondial. Donc, on peut dire que le tourisme international a tiré le PIB vers le haut. OK? Ça, c'est la première constatation. Deuxième constatation, la croissance du tourisme mondial de 2011 à 2018 était plus élevée que la croissance du commerce de biens industriels. Okay. Ou de livraison internationale ou d'exportation de biens industriels. OK? La reprise, là, quand on parle de sortir de la reprise, évidemment, là, à court terme, dans les mois à venir, les gouvernements sont dans la gestion de la pandémie, c'est correct. Mais quand la deuxième vague la deuxième vague de pandémie va être passée, quelque part rendu à l'automne, quand il va peut-être en poindre des solutions, des traitements, des choses comme ça, puis que là, on va pouvoir vraiment commencer à regarder vers le futur. La première industrie qu'il faut cibler, c'est le tourisme international. Parce que, tu sais, puis il n'y aura pas de relance de l'industrie et du transport aérien sans le tourisme international. Au Québec, on a une grosse industrie aérospatiale. On n'aura pas de relance de l'industrie aérospatiale sans la relance du tourisme international. Alors, on aurait tout intérêt
à se joindre à l'Organisation mondiale du tourisme, si tu veux mon avis, puis à se joindre à ce groupe-là, puis à s'inclure dans les discussions dans le but de pouvoir participer à la reprise. Il y en a qui disent que ça pourrait prendre jusqu'à 3 ans, André. Qu'est-ce que tu en penses? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que ce que tu dis là. Là, ça, j'ai pas de données. Par contre, ce que je dis, c'est qu'à partir de l'automne, il va y avoir une offensive sur le tourisme international et je trouverais ça dommage qu'on soit pas dedans. Ouais. Et si vous voulez savoir si un jour l'industrie aéronautique va reprendre, puis l'industrie du transport aérien, regardez ce que fait l'Organisation mondiale du tourisme. Ça va être le signal avancé à mettre là, sur nos tableaux de bord. Moi, c'est ce que je vais surveiller là, dans les mois à venir, dans les 2-3 prochaines années. C'est toutes les données, les statistiques qui proviennent de l'Office mondial du tourisme. OK. À suivre de ce côté-là. Parlant de supporter le transport de tourisme, mais aussi surtout ces temps-ci de nécessité, le gouvernement québécois a aiguillé 40 millions vers les transporteurs régionaux au Québec. Ouais. Ça, c'est une initiative là, qui est sortie jeudi. Moi, j'ai publié jeudi. Puis quand ça a sorti, même quand j'ai contacté les compagnies aériennes, les gens qui étaient dans les compagnies aériennes, ils m'ont dit, je peux pas te commenter, je viens de l'apprendre. Ouais. Mais je vais vous donner un exemple après ça, quand ça s'est tassé un peu. Je vais vous donner l'exemple des îles de la Madeleine. Air Canada a suspendu tous ses vols vers les îles de la Madeleine parce qu'on en avait 2 en jet stream. Puis ils ont réduit à 1. Et là, ce que le programme va faire, dans ce cas précis-là, c'est que ils vont couvrir le déficit. C'est-à-dire que si Pascal arrive aux îles de la Madeleine avec seulement 1 ou 2 passagers dans l'avion, puis qui sont déficitaires, le gouvernement du Québec va rembourser la différence entre le coût d'opération puis les revenus, parce qu'on est déficitaire. Donc, le gouvernement du Québec va combler le déficit dans le but, justement, de maintenir cette liaison-là qui est considérée essentielle, parce que dans le cas de Gaspésie, les îles de la Madeleine, le CIUS ou le CIUS de la région a besoin, il y a des employés là, de la santé qui se promènent de la Gaspésie et aux îles de la Madeleine et vice-versa. Donc, il y a des besoins, donc ça va permettre de maintenir cette liaison-là. Ça touche également les communautés nordiques, OK? Donc, là, du territoire Cree puis Inuit, là. Donc, tous ces territoires-là où l'avion est pratiquement le seul moyen de transport à sens donné, là, ça touche aussi ces communautés-là pour maintenir le service. Parce que même Air Inuit et Air Québec ont réduit leur vol. Même eux autres sont affectés par la situation actuelle. Il n'y a plus on maintient juste les déplacements essentiels. Faire voler des Dash 8, même un 100 avec 4-5 personnes à bord ou même 10 personnes à bord, pas très rentable. Ça va permettre de maintenir les liaisons essentielles. C'est bon. Ouais. Écoute, on va souhaiter que ça soit suffisant. Ouais, d'ailleurs, on sait que c'est un peu le cas partout dans le monde, là. Air New Zealand, t'avais 2 chiffres un peu fous, André? Écoute, jeudi passé, Air New Zealand a effectué 85 vols et ils ont transporté un grand total de 165 passagers sur ces 89 vols-là. Donc, ça veut dire un taux... 2,5 passagers par vol? Wow! Ouais, même pas. C'est même pas 2 passagers. Voyons, Claudia, t'es-tu habituée que meilleur que ça dans les mathématiques, Claudia? 89 vols, 165 89, passagers. oui, non, effectivement. Ouais. Non, c'est... Puis, vous donner une petite idée aussi, la Chambre de commerce... Comment? Donc, Claudia s'est trompée, c'est à cause de la qualité du son. Je suis sûr qu'elle avait mal entendu. Non, pas du tout. C'est mon calcul mental, c'est correct. Je peux vivre avec ça. Okay. Je vais vous donner d'autres chiffres démesurés. Là, il y a la Chambre de commerce aérospatiale en Belgique. On n'entend jamais parler. Là. Mais juste vous donner comment que c'est rendu, c'est mondial et qu'on est dans le trouble. Là. Il y a des compagnies dans cette Chambre de commerce-là qui ont demandé 500 millions d'euros d'aide. Puis, juste pour vous donner une petite idée, j'avais été chercher 2-3 chiffres là, parce que il y a plusieurs compagnies. Il y a à peu près une 60aine de compagnies cotées dans cette chambre de commerce-là. Ça inclut Sabena Technics, Safran, Sonaca, qui est basé aussi à Montréal. Et tes amis, André, Swissport, qui ont demandé une aide de 40 millions d'euros.
Donc, fait que tout ça pour dire, on ne s'éternisera pas là-dessus, là, mais tout ça pour dire que oui, effectivement, on va avoir besoin d'aide. Beaucoup de compagnies vont avoir besoin d'aide. Ça va changer. L'horizon va changer. C'est incroyable. Changé, ça va. OK. Wow. Bon, micro-pause. Et puis, on s'en va faire un détour par Renton avant d'atterrir... quel mauvais jeu de mots. En défense. Ouais. Tu vas atterrir à Renton, Berk. Donc, Renton. Ouais, Renton. Hey. C'est où ça? C'est comme C'est un où, peu... ça? Pour moi, c'est le comic relief de la semaine. Et je le sais que c'est plate de dire ça, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Alors, cette semaine, la dernière nouvelle, c'est que, selon Boeing, la raison pour laquelle le MAX risque de ne pas revenir en service ce printemps, c'est parce que les régulateurs font du télétravail. Maudit Qu'est-ce que t'en penses, toi, Claudia? travaille à la maison. Hey, je peux-tu te dire... Non. Caca de bœuf? Oui, c'est ça, exactement. Merci. D'accord. Merci. C'est n'importe quoi, là. Écoute, c'est pas de la faute à Boeing, c'est de la faute de la FAA. Ils disent depuis le début, c'est quoi que vous comprenez pas? Ah, puis même, ils disent, c'est tout le monde, tu sais, tous les régulateurs dans le monde qu'on n'est pas capable d'asseoir dans une même salle, puis c'est pour ça que ça arrivera pas. Non, comme. Please. N'importe quoi. C'est peut-être aussi pour ça que leur maudit tanker ne fonctionne pas. Oh, d'ailleurs, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus que aïe aïe. Puis je vais faire une petite note, André, j'ai toujours pas eu de nouvelles de cette maudite lumière dans le cockpit. Bon. Ah, là, tu m'as coupé. Là, c'est pas correct. Il fallait que t'attendes, je la pose. Ah, ben là, écoute. Hein. Boum! Et Moses. Fait qu'en tout cas, ouais, passons. D'ailleurs, ils ont fait une petite note, c'est officiel, hein, ils ont remercié très bas le gouvernement de son aide financière à l'industrie qui va les inclure eux, mais a bien mentionné qu'il était hors de question qu'ils ne donnent de l'équité, donc des parts. Fait que, puis il continue à dire que il y a d'autres solutions dans le marché actuellement. Et, ben oui, il y en a d'autres, je vais t'en donner une. En veux-tu une? Ouais, vas-y. La US Air Force a décidé de donner à Boeing l'argent qu'il retenait pour les forcer à travailler sur les problèmes du tanker, du KC-46. Ouais. Ben non, toi. Oui, sérieux, là. C'est sorti, c'est une nouvelle qui est sortie le 2 avril. Fait que c'est pas compliqué. Jusqu'à maintenant, il y a 33 appareils qui ont été livrés. 33 tankers qui ne tankerent pas. Et sur chaque appareil, la US Air Force, pour se faire prendre au sérieux dans ses plaintes, retenait 20% du paiement. Et là, ils ont décidé de relâcher l'argent. Ça représente 880 millions. Ce qui est quand même cher payé pour un avion qui ne marche pas, là. Mais là, il semblerait que la US Air Force a négocié avec Boeing pour dire, OK, on va s'attaquer aux trois plus gros, aux trois gros problèmes, puis on va s'y attaquer ensemble. Je vous donne une idée de c'est quoi les plus gros problèmes que le tanker a en ce moment. Il y a un problème donc d'image avec les fameuses caméras. Donc et puis c'est pas, by the way, les gens qui nous écoutent là, c'est pas les caméras, c'est genre va chez Best Buy puis achète des nouvelles caméras. Là. Non, c'est pas ça le point. Le point le système comme tel, c'est un système de visualisation en 3D qui est supposé te rendre une image comme si tu y étais. Là. Et le gros problème qu'ils ont, c'est que l'image, elle est warpée. Donc, warpée en français, c'est quoi? Distorsionnée. Il y a de la distorsion, mais il y a de la distorsion sévère. OK? Ben, assez pour que tu mettes le boom à la mauvaise place, j'imagine? Oui. Fait que ça, c'est le plus gros problème. Et ils vont travailler là-dessus. Ce système-là, by the way, s'appelle le... thanks. C'est le Remote Vision System. Et ils s'en viennent, la US Air Force et Boeing vont travailler sur un RVS, Remote Vision System 2.0. Fait que ça s'en vient pour 2023. Ils travaillent là-dessus avec une vision 4K puis toute la kit. Là. Mais fait que ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il y a des problèmes de connexion. Ça, j'en avais entendu un petit peu parler, mais je n'avais pas compris de quoi il parlait, en fait. C'est que le refueling avec le boom, là, avec la perche de ravitaillement, le système designé par Boeing, ils ont de la difficulté à ravitailler les petits appareils, les appareils légers. C'est pas une question de taille, c'est une question de poids et d'inertie. C'est que ces appareils légers-là ont de la misère à se connecter au boom. Dont, entre autres, par exemple, pour donner une petite idée aux gens de quoi on parle, le A-10, l'avion avec le gros canon dans le nez là, qui tue les chars d'assaut, là.
Il y a de la difficulté à se connecter, fait que ça, c'est un réel problème. Puis le troisième autre gros problème qu'ils ont, c'est que c'est le fameux fuel leak. Il y a des valves dans l'avion qui coulent. OK? On est en 2020, puis il y a des valves dans l'avion qui coulent. Mais là, on a décidé de payer à 100% ces avions-là, mais ce n'est pas une subvention, mesdames et messieurs. Non, effectivement. Bon. Mais là, ce que le Boeing a dit, juste pour finir, André, je te laisse jumper là-dessus. Je te sens, là, tu as envie d'aller griffer du monde. Je t'entends japper, c'est pas moi, c'est pas mon chien, c'est moi. Oui. La US Air Force a dit que il faisait ça, il prenait cette décision-là dans le but d'assurer un certain cash flow à Boeing, là. Mais Boeing est supposé utiliser cet argent-là uniquement pour régler les problèmes du KC-46. Oui, parce que ce qui est important de savoir... Ils se sont engagés à le faire. En fait, Boeing s'est engagé à faire ces corrections-là à ses frais, donc à sortir de ces avions-là pour qui sont déjà en service. Oui, qui sont déjà en service. Ouais. Toutes les caméras et tout le système de vision synthétique va être remplacé aux frais de Boeing. Exact. Par contre, pour ça, ils ont besoin du cash flow et c'est l'armée elle-même qui va lui fournir. Exactement. Ben, écoute, en fait, ce qui arrive, c'est que dans l'analyse qu'ils ont faite, c'est que la US Air Force prend en compte le fait que le camera system, c'est entièrement 100% de la faute à Boeing. C'est un système que tu as développé, c'est ton problème. Le système de connexion avec le boom, la perche de ravitaillement, la US Air Force a décidé de sharer le blâme parce qu'eux, ils disent que ça se pourrait que ce soit un problème de... comment tu dis ça? Ils ont mal exprimé leurs besoins. Fait qu'ils sont prêts à prendre une partie du les mauvais requirements, OK. Mais juste pour finir, je veux juste donner, pour que les gens comprennent, là, je veux juste vous lire quand ils parlent de système, il y a 159 outstanding non-compliance sur le KC-46. Juste pour vous donner une idée, là, quand on parle de trucs qui sont problématiques, puis que c'est ce qu'on appelle des catégories 1. La US Air Force a 3 catégories, puis catégorie 1, là, j'en avais parlé un petit peu pour le F-35. Ça compromet l'opérationnalisation. Alors, l'usage opérationnel de ces appareils-là. Ouais. C'est incroyable. C'est which may cause death or severe injury. Et quand même, là. Pas pire, hein? Cause loss or major damage to a weapon system. Critically restrict the combat readiness capabilities of the using organization. Fait que donc, en gros, c'est dans la catégorie 1 quand l'avion, ça n'a plus à rien à cause de ce problème-là. Fait que là, en ce moment, là, puis ça, c'est quelqu'un de la US Air Force off the record qui a dit ça, fait qu'on sait pas c'est qui, c'est de façon anonyme, qui a dit que dans le fond, la US Air Force a à disposition des 767 flambant neufs qui ont coûté la peau des fesses. Fait que lui, dans le fond, ce qu'il disait, si tu renvoies ça à l'envers, là, il a dit on a genre une flotte d'avions commerciaux militarisés la plus chère sur le marché. Et on va faire du cargo avec. Yeah! Et ils vont faire du cargo avec s'ils sont capables de régler le problème du cargo system. Ah, parce que c'en est un autre, mais c'est catégorie 2. C'est un système qu'on en avait parlé l'automne passé. Les systèmes, ils sont pas capables de latcher les cargopods et les palettes comme il faut. Puis en tout cas, c'est problématique. Oui, il y a des vibrations qui font qu'ils se décrochent. Mais moi, pour revenir à la question des valves, là. Oui. Okay? Oui. Tu achètes un camion d'essence pour de ravitaillement usagé, pour faire de ravitaillement d'avion à l'aéroport, là. Oui. OK? Puis ça coûte 280 000 usagé, là. Puis si tu as une valve qui coule, ton camion, il n'est pas fonctionnel, puis tu le mets de côté, puis tu te dépêches de la réparer parce que tu me dis, il me semble que c'est critique. C'est critique. Ouais. Mais là, Boeing a livré des avions avec des valves défectueuses. Puis ils ont continué, puis ils sont pas capables ce qui me dépasse, c'est qu'ils sont pas capables de régler le problème, c'est une valve. Culture, André, culture. On en a déjà parlé, puis on va continuer à le dire. C'est un problème de culture mécanique, aéronautique, appelle ça comme tu voudras, puis je suis prêt à en débattre devant n'importe qui.
ces problèmes-là, à part peut-être des affaires de haute technologie, par exemple le système de vision, qui, OK, peut-être tu me dirais, ouais, mais on a décidé d'y aller avec un système vraiment révolutionnaire. Ouais, OK, fine. Mais pour des valves qui coulent, du FOD, tu te rappelles, on trouvait du FOD partout, des pinces, des... André, là, c'est du... C'est du je m'en foutisme. Il y a la culture, l'attachement, tout ça, ça n'y est pas. Les gens s'en sacent. Il y a une unité d'affaires chez Boeing dont on n'entend à peu près jamais parler parce que, puis en général, quand tu n'entends pas parler, c'est parce que ça va bien. Les Super Hornets, OK? Ouais. Puis les mises à niveau du Super Hornet. T'as-tu entendu parler de problème là-dessus, toi? Non, mais c'est... regarde, André, attends, je vais juste pédaler à l'envers un peu. Là. Ce qui se passe en ce moment chez Boeing, là, avec tous les problèmes, là, les valves qui coulent, le FOD, livrer des avions qui ne sont pas finis, et toutes les histoires qu'on a entendues parler depuis un an, là, à l'autre extrême, là, puis je le dis, c'est pas du chauvinisme ou quoi que ce soit, à l'autre extrême, tu as les gens chez Bombardier. Les inspecteurs chez Bombardier, puis je le dis pour en connaître, j'ai des amis, des collègues, des connaissances qui travaillent chez Bombardier. Je vous le dis, là, moi, j'embarque dans un avion de Bombardier les yeux fermés, entre autres parce que je sais que ces gars-là font de l'over-qualité. Ils font de la sur-qualité. Puis tu as les deux extrêmes. Tu as ces gars-là qui en font trop, littéralement. Je veux dire, là, c'est rendu à un point où quand ça fait 8 fois que tu ouvres le même panneau, juste pour être sûr que tu veux être sûr que. Là. On appelle ça de la surqualité. Certains diront tant mieux, mais bon. Puis ça, c'est chez Bombardier, puis je l'ai su, je l'ai vu de mes propres yeux. Fait que c'est un problème au niveau management et au niveau cash flow parce que c'est plus long que prévu, puis etc. OK, fine. Puis à l'autre bout, tu as ce qui s'est passé puis ce qui se passe encore chez Boeing. Les gens qu'on continue à dire c'est ça qui est normal, c'est ça qui est correct, on est dans le droit chemin. On dit, ils continuent à ne pas accepter le blâme pour quoi que ce soit. Là. Exactement. Ça, c'est des affaires que je... Tu sais, je veux dire, la US Air Force qui a négocié, tu veux négocier quoi, man? Ton avion, il est pourri. Je m'excuse, là. Tu veux négocier quoi? J'ai acheté une poubelle, puis je vais finir par dire, ouais, c'est vrai, je vais payer la moitié les gens qui nous écoutent, là, qui disent, voyons, Greg, là, c'est quoi cette affaire-là? Calme-toi. Mais tu sais, je veux dire, l'équivalent, admettons, là, tu irais demain matin, tu vas t'acheter une Mercedes, là. Le gars, il te donne les clés, tu ouvres la porte, c'est dégueulasse. Le gars qui a livré l'auto, il y a des papiers de bonbons partout, un sac de chips vide, tu sais, une guenille qui s'est servie pour défaire le je sais pas quoi de la remorque ou... tu serais le premier à dire c'est quoi cette cochonne, c'est une porcherie ce char-là, moi je prends pas ça. T'sais? Mais tu payes quand même. Mais tu payerais quand même. Tu fais tes chèques comme tu fais tes chèques pareil, tu sais. Ouais. Donc en gros, c'est pas compliqué là. On pense qu'ils font de la très mauvaise qualité. On trouve ça très drôle qu'ils soient capables encore de prétendre qu'ils ne sont l'objet d'aucune subvention gouvernementale. Ouais. Et on va passer à la dernière nouvelle d'importance à Renton cette semaine. Et encore une mauvaise. Surprise, surprise, tout le monde. Le premier gros client qui décide de laisser faire sa commande de Max. 3e leaser au monde. Vient d'arriver. Oui, à Avalon. Ouais. 75 avions en commande qu'on met dans la poubelle. Mm-hmm. Et il y en a là-dessus, là, parce que je vais embarquer, parce que Avalon, c'est comme disait Grégory, là, c'est 855 avions en location partout dans le monde en ce moment. Mm-hmm. Ils viennent de revoir complètement leurs besoins pour 2020, 2021, 2022, 2023. Mm-hmm. Et dans le cas de Boeing, des besoins avec Boeing, ils ont dit plus de Max d'ici 2023. Mm-hmm. OK? Puis il reste 737 Max en commande de la part d'Avalon. Mais là, on veut les livraisons après 2023. On parle de 2024 et au-delà. Mm-hmm. OK? Ouais. C'est une indication claire de ce qui se produit sur la planète. Est-ce que... Bon, moi, ça fait un bout de temps que je dis que le Max est mort. Donc, je vais maintenir qu'il l'est. Est-ce que dans l'opinion publique, ça va être le point de bascule? Pas nécessairement, mais on est vraiment très les gens comme toi vont savoir que c'est un
C'est un canari vraiment intense. Oui, c'est un vote de non-confiance envers le produit. Mais juste pour te dire, la réponse que Boeing a faite de ça, là, André, là, ils disent que c'était la meilleure chose à faire en fonction de la réalité du marché actuel. C'est une décision mutuelle. Ouais. Ça me donne l'impression de quelqu'un qui c'est ce que Boeing a répondu. Foutre là, puis quand il raconte l'histoire, il dit que c'était la meilleure chose qu'il devait avoir. Non, mais on était d'accord là. Non, mais c'était pour le meilleur de tous les deux. C'était pour le bien de tout le monde. Ouais. Et en passant, Avalon aussi a quand même commandé des commandes chez Airbus aussi, là, mais rien de toute proportion gardée moins d'aussi important. Là. Mais en fait, mais ce qu'il faut que les gens comprennent, là, c'est que parce que oui, c'est vrai que là, en ce moment, on a l'air de gens qui essayent de piner le fait qu'on a cancellé une commande sur le fait que l'avion, il est pas bon. Alors que certains diraient, ben non, là, c'est à cause du virus puis tout ça. Mais le problème qui arrive, c'est qu'on sait très bien, les gens qui gravitent dans l'industrie puis qui lisent, qui suivent les nouvelles, savent très bien que c'est le prétexte que certains cherchaient et ou attendaient pour ceux que c'est pas encore fait. Là. Parce que là, ben, tu peux dire, ben là, j'ai pas le choix, c'est le virus. Hein, pas le choix de. Ouais. Le carnet de commandes du 737 MAX va baisser en 2020. Là. Vous saurez me dire combien il en reste à la fin de l'année, mais il va en rester beaucoup moins qu'il y en a maintenant. Fait que c'est ça. J'ai déjà dit que probablement que les 800 avions qui étaient à fabriquer retourneraient en service un jour. Ouais. Je suis même plus certain de ça. Mm-hmm. Oui, effectivement. Ouais. Tout à fait. Ben là... ils risqueraient d'être stationnés plus longtemps, leur valeur va baisser. Bon, en tout cas, il y a plein de choses qui font ça. Mais, en fait, c'est surtout que on va voir avec le temps. On sait que les carnets de commandes vont baisser partout, mais on pense qu'ils vont disproportionnellement baisser chez Boeing. Oui, le 737 MAX, c'est l'avion qui va manger à la claque là, au niveau des commandes en 2020. Là, ça, c'est la seule bonne nouvelle pour Boeing, c'est que ça va leur laisser le temps d'arriver avec leur nouveau NMA, qu'on n'a pas le droit d'appeler NMA, que ça ne sera pas un NMA. Mais c'est vraiment pas facile de travailler là-dessus en télétravail. Hein. Oui, c'est vrai, j'avoue. N'importe quoi. En Skype. OK. Partez-moi pas là-dessus. OK. Tu viens d'ouvrir une belle poignée. Le télétravail va retarder le lancement du NMA. OK, ça, c'est bon. On y va-tu avec la chronique défense? Absolument. La Royal Air Force, donc l'Air Force britannique, a officiellement mis en service ses Poséidon. Oui, les avions qu'ils possédaient depuis presque un an déjà. Mais c'est à peu près comme tous les corps d'armée dans le monde. Ils reçoivent l'appareil ils ont l'appareil en main depuis un certain temps, puis là, il a été déclaré opérationnel. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'ils vérifient que l'avion va faire ce qu'il dit qu'il fait. Ils vont former les équipages, ils vont localiser, ils vont envoyer les avions aussi sur leurs bases respectives, parce que c'est un avion de patrouille maritime. Donc, on va envoyer finalement les premiers exemplaires sur les bases appropriées. Là. Donc, c'est ça que ça veut dire une entrée en opération. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Poséidon, c'est un avion de patrouille maritime qui est, en fait, Boeing utilise des 737 NG pour ce type d'avion-là. Oui. Et par exemple, au Canada, l'équivalent de ça au Canada, c'est les Aurora. Oui. C'est basé sur le 737-800. Oui, et ça sert, entre autres, à faire la chasse aux sous-marins soviétiques, ou la chasse en temps de guerre, mais on se doute bien que depuis pendant toute la guerre froide, il y a encore maintenant aujourd'hui, c'est utilisé pour suivre le déplacement des sous-marins nucléaires soviétiques. Entre autres. Ils font beaucoup plus de choses aujourd'hui qu'ils le faisaient à l'époque, là, parce que vu que les pays ont moins d'argent pour avoir plusieurs plateformes, le même avion peut faire plusieurs choses. Mais pour détails techniques, donc on a dit que c'était basé sur un 737-800. C'est le body d'un 737-800 avec une aile de 900. On voulait une aile renforcée parce qu'on est capable, on peut attacher des torpilles en dessous des ailes. Donc, torpilles et missiles air-mer. Donc, voilà. Une petite nouvelle en finissant? Oui. Mon ami le F-35? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Juste pour finir, une petite affaire et on vous laisse avec ça digérer. Figurez-vous qu'il y a une nouvelle qui est tombée, je pense avant-hier. Les Marines
les Marines qui opèrent le F-35B à décollage et atterrissage vertical, en fait, c'est plus short take-off puis vertical landing. Ils sont plus sûrs de vouloir le F-35 pour la raison suivante. Attention, je cite. It is not optimized to fight a war in the Western Pacific with China. On s'attend à une guerre avec la Chine. Oui. C'est ça qui est arrivé cette semaine. Et en fait, le corps des Marines pense qu'il va devoir se reshaper, là, comment on dit ça? Se réorganiser. Se réorganiser ou se réinventer drastiquement s'ils ont l'intention de battre Beijing. Et je cite, OK? Là, c'est ça qu'ils disent. To beat Beijing in a missile shooting contest. Donc, chers amis, je vous annonce officiellement que Lockheed ne fabriquera pas la quantité de F-35 qu'il devait fabriquer. Quand le commanditaire principal, ou l'un des commanditaires principaux de ton programme fait « Hey, sais-tu finalement... » C'est vrai que ça fait 15 ans que c'est parti. Non, ça fait plus que ça. Bon. Ça date du début des années 90, ce programme-là. Mais il faut pas oublier une chose quand même. Il faut leur donner ça aux Marines. Là, c'était les plus réticents à adhérer au programme. Là. OK. Ils étaient venus de reculons, puis là, ils sont en train de repartir. On leur a mis un petit peu dans la gorge. Là, les Marines sont continuellement en train de devoir se réinventer parce que c'est un service. Les gens qui connaissent un peu l'histoire, là, vite, là, les Marines, là, ça fait depuis le premier jour où ils existent, on annonce qu'ils vont désexister. On veut les intégrer à l'armée, on veut les faire disparaître tout court, etc., etc. Fait qu'eux trouvent une manière à chaque fois de dire non, on est utile, on sert à quelque chose et machin. Ce qui fait qu'il faut à chaque fois qu'ils trouvent un moyen de dire qu'ils sont utiles et qu'ils sont pertinents. Là. Qui sont pertinents, qui ne coûtent pas trop cher à opérer, etc., etc. Mais là, l'affaire qui arrive, c'est qu'ils sont en train de se rendre compte que quand ils ne sont pas capables, puis ça c'est vrai pour n'importe quoi au niveau militaire, quand ils ne sont pas capables de gérer un projet selon ce que eux, leur propre standard, là, on leur fait opérer, on leur met dans les mains quelque chose qui ne répond pas à leurs besoins. Puis le F-35B, je peux pas dire que je l'ai toujours dit, puis non, c'est pas ça, là, mais c'est vrai que c'est une des 3 plateformes là, qui était la moins pertinente, la plus point d'interrogation. C'est l'avion qui a le moins de fuel interne parce que tu as une espèce de gros ventilateur qui est juste en arrière du pilote, là, qui prend toute la place. C'est donc à cause de ça, on est réduit en ce qu'on peut avoir emporté à l'interne comme missile, parce qu'on est supposé avoir les missiles à l'interne dans cet avion-là. Et également, ça empêche d'avoir une charge utile qui est intéressante. Fait que tout ça pour dire que les Marines sont en grosse remise en question. Ça va pas bien à la shop. Hey, écoute, puis tant qu'à être dans les mauvaises nouvelles, je peux-tu finir avec une dernière? T'as 2 minutes. Top Gun 2, c'est prévu sorti au cinéma en juin, c'est repoussé en décembre. Ouais, pour Noël. On va y aller à Noël. Ouais. Let it snow, let it snow. On va être là quand, oui. Oh oui. Là-dessus, merci tout le monde d'avoir été parmi nous, d'avoir pris le temps de nous écouter cette semaine pour cette édition spéciale de l'aéropod confiné. Et comme d'habitude, vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos questions à l'adresse aéropod, aeropod@mentoraero.com. Aimez la page Facebook de l'aéropod pour les mises à jour. Visitez nos sites web, mentoraero.com et lesailesduquebec.com. Et là-dessus, YouTube. Qu'est-ce qu'on souhaite? Oui, absolument. Abonnez-vous pour recevoir la version audio. Un petit thumbs up, là. Ouais, let's go. Un petit thumbs up, puis subscribez. Puis mettez la petite cloche aussi pour avoir des alertes quand on poste quelque chose. Oui. Ah ouais, donc, le package. Ah ouais, donc. Sais-tu combien ça coûte faire tout ça? Rien. Et voilà. Mais ça peut rapporter gros. C'est une vieille annonce. Ouais, je pense. Ouais. Okay. Ça rapporte rien. En tout cas, bref. Merci tout le monde. Et qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs, Greg? À travers tout ça? Eh bien, malgré tout, une tempête de ciel bleu. Merci tout le monde. Over. Bye.